Mais avant les Marquises, on fait un détour par Cuba, à Cienfuegos. On surnomme cette ville la perle du Sud et ce n'est pas usurpé. Vous allez comprendre pourquoi dans cette deuxième invitation au voyage. Au sud de la Havane, au fond de l'une des plus sublimes baies de la mer des Caraïbes, une cité entière, Cienfuegos, raconte le faste de l'or blanc. Celui d'un âge d'or, le 19e siècle, qui se déploie partout. Dans ses rues, sur ses places, dans les jardins, comme dans ses villas. Royaume du sucre sur l'île de Cuba, ici, en un siècle seulement, une ville nouvelle tout entière va sortir de terre grâce à ce juteux trafic. Le 19e sera le siècle des commerçants d'origine française, vénézuélienne, colombienne ou espagnole qui vont ici rivaliser d'audace et mettre en scène leur opulence. C'est pourtant une petite poignée d'hommes qui sera à l'origine de cette ville. Cienfuegos est alors un immense champ de canne. Ériger une ville ici, cela semblait impossible à réaliser. Pourtant, Cienfuegos va devenir le centre d'attention de tout Cuba, des Caraïbes, d'Amérique latine et d'Europe. Ici, tout démarre en 1819, sur cette place appelée José Martí. Cette terre, comme les autres à Cuba, est celle de la couronne d'Espagne. Un royaume inquiet lorsque se succèdent les révoltes d'esclaves dans les autres îles des Caraïbes. L'Espagne décide de fixer ici une population blanche. Et c'est d'abord à des planteurs français expérimentés dans la fabrication du sucre qu'elle offre ces nouvelles terres. Nous nous trouvons sur le lieu où a été célébrée la cérémonie de la fondation de la colonie, appelée alors Fernandina de Ragua. Nous sommes sur la place d'Armes. C'est l'unique ville à Cuba qui possède une place d'Armes d'une superficie de 2 hectares. Imaginons un site à la végétation dense, une péninsule avec beaucoup d'arbres bois précieux. C'est ici qu'arrivèrent les colons de Bordeaux, mais aussi d'autres depuis la Louisiane, tous guidés par Don Luis de Clouet et Favreau. Ils étaient environ 48 personnes à constituer la première population de Fernandina de Ragua. Ils célébrèrent la cérémonie de sa fondation le 22 avril 1819. C'est une cérémonie où l'on octroie les premiers terrains pour la construction des maisons. C'est une cérémonie dans laquelle on choisit les terres destinées à l'agriculture. C'est la distribution des premiers lopins de terre. Une place dont l'immensité donnera la mesure de ce que deviendra Cienfuegos. Grandiose, planifiée. Il suffit d'arpenter le centre historique pour saisir l'âme de cette ville, fondée dans ce 19e siècle naissant. Organisée par les Français, elle respecte un plan en damier en vogue chez les Espagnols des Amériques. Je pense que l'influence française à Cienfuegos s'exprime réellement à travers le style néoclassique et éclectique. Mais elle s'exprime aussi dans la modernité de la ville, le fait de penser l'urbanisme non pas en fonction d'un seul être, mais au contraire de créer des espaces de sociabilité avec des parcs et des allées, et d'y développer les institutions culturelles, les universités, les lycées, une société de savoir et de loisirs. En direction de la mer, reposent dans le vieux cimetière de Cienfuegos certaines de ces grandes figures de commerçants. Nous nous trouvons au cimetière général Reina. C'est le 2e cimetière de la ville et le plus ancien. Dans ce lieu, on trouve beaucoup de Français qui ont vécu au moment de la naissance de Cienfuegos. Ils formaient une communauté qui, au départ, était importante.
Ici est enterré Julio Leblanc. C'était un Français venu de Bordeaux. Il est arrivé avec son père Augustin. Et dès 1839, il a développé un commerce très lucratif. Il crée une société commerciale appelée Avilés et Leblanc en s'associant au Colombien Juan Avilés. Cette société se consacrait essentiellement à la production et à la commercialisation du sucre. Une richesse qui n'aurait pas été possible sans la traite négrière. Une main-d'œuvre gratuite exploitée dans les champs de canne à sucre. Grâce à cette terre fertile, son nouveau chemin de fer et la proximité de la mer, Cienfuegos fait son entrée dans le monde de production sucrière à l'échelle internationale. À partir de 1850, naissent ainsi d'immenses fortunes, chacune exhibant sa nouvelle position sociale. Sur la place José Martí, les négociants européens n'hésitent pas à rivaliser de propositions. Le théâtre s'impose comme étant l'un des édifices les plus en vue de Cienfuegos. Thomas Terry, très riche commerçant d'origine vénézuélienne, réalise ici son rêve, accueillir des artistes européens en son nom. Il s'est installé dans la ville et il a été considéré comme l'un des bienfaiteurs de Cienfuegos. Pourquoi un bienfaiteur? C'est parce qu'il a donné à la communauté de Cienfuegos de l'époque une importante somme d'argent pour la réalisation d'œuvres sociales. Mais c'est un personnage polémique, car l'histoire raconte qu'il achetait des esclaves qui étaient malades, qui avaient déjà trop travaillé, à moindre coût. Il les soignait pour ensuite les revendre à un prix bien évidemment plus élevé. À Cuba, l'esclavage est aboli en 1886. 4 ans plus tard, le théâtre est inauguré. Les planteurs et commerçants blancs viennent y écouter la française Sarah Bernhardt ou le chanteur lyrique italien Enrico Caruso. Les murs résonnent de culture européenne. Au plafond, il y a une œuvre du peintre madrilène, Camillo Zelaya del Toro, appelée Les Heures. On y voit 2 figures féminines, vêtues de robes légères, qui nous montrent une horloge. D'après les études, l'heure qu'on y lit est celle à laquelle fut terminée la construction. De l'autre côté de la place, le palais Ferrer lui aussi trône. Aujourd'hui converti en palais de la culture, il est à l'origine la demeure d'un autre richissime commerçant sucrier, le Catalan José Ferrer Sires. Ces propriétaires qui ont amassé petit à petit leur fortune vont commencer à investir dans la ville pour qu'elle puisse se distinguer afin de rayonner. C'est pour ça qu'elle est connue sous le nom de Perle du Sud. Le palais de Juan Ferrer Siles est l'un des édifices où l'éclectisme s'exprime dans toute sa splendeur. Sa coupole sert de belvédère, depuis lequel on peut observer tout le centre historique dans son intégralité. En 1896, après des années de guerre d'indépendance, Cuba se libère. La majorité des exportations de sucre est désormais destinée à son puissant et très intéressé voisin, les États-Unis. L'économie sucrière de l'île prospère de plus belle. Les grandes fortunes expriment plus que jamais leur richesse à travers des projets toujours plus fous.
Sur une des presqu'îles de la ville, celle de Punta Gorda, se détache la plus fascinante et la plus singulière demeure. C'est le palais des Valle. C'est une chose extraordinaire de voir, un siècle après sa construction, comment s'opère le mélange de styles. Ici, le néoclassique, le gothique, l'art nouveau et une prédominance du style mauresque composent ce bijou de l'architecture de Cienfuegos. Un palais comme cadeau de mariage d'un homme subjugué par sa bien-aimée, pour laquelle rien n'est trop beau. Ociclo del Valle Blanco était originaire d'Ariondas, en Asturie, en Espagne. C'était un commerçant important qui s'était établi à Cienfuegos au début du XXe siècle. Avec sa fortune considérable, il a pu satisfaire à tous les désirs de sa femme, Doña Amparo Suero. Elle était elle-même une excellente dessinatrice. Elle a alors demandé que ce beau palais puisse satisfaire tous ses goûts artistiques. Le travail du plâtre, qui décore ainsi les murs et les plafonds, ont été réalisés par des artisans arabes. Ils ont réalisé les dessins, puis les ont transposés et montés. Cet art millénaire donne un certain prestige à ce palais. Venir à Cuba, ici, à Cienfuegos, et ne pas visiter ce précieux patrimoine serait comme n'avoir rien vu. Avec la Grande Guerre, arrive la crise du sucre. La ville plonge dans une douce torpeur. Et c'est une star de la musique cubaine qui devient la gloire de la ville de Cienfuegos. Un descendant d'esclaves, Benny Moré, auquel la statue sur le Paseo del Prado rend hommage. Comme un geste éternel vers ceux qui firent, dans l'ombre, la richesse de la ville.